Oui, à vrai dire, j'aurais pu intituler cette communication également « Anamorphose de la prière sur l'Acropole ». On va voir toutes les déformations qu'elle a subies. Jalonné de stèles littéraires, reprises, variations, citations, le destin de la prière passe avant tout pour une histoire de la critique. Critique d'humeur pour commencer, ambiguë avec Barrès, hostile avec Maurras, sur lequel je reviendrai bien sûr, compréhensive avec Thibaudet, mitigée dans les essais de Pierre Lasserre et d'Henri Massis, haineuse chez Claudel, qui en fera le subtil pastiche avec des coefficients inversés en 1913 dans Ma Conversion. La célèbre invocation à Athéna qui s'achève sur une volte-face et fait l'objet de nombreuses récupérations. C'est en 1923, année du centenaire de la naissance de Renan, que commença véritablement la fortune érudite de la prière, avec un article de Jean Pommier basé sur l'examen des manuscrits du fonds Renan. Suivront, pour mentionner les études les plus importantes, l'édition critique et l'étude de jeunesse d'Henriette Psicari, l'article de Pierre Courcelles sur les racines augustiniennes de la prière, celui de Raymond Lebègue sur l'influence de Chateaubriand, la plaquette d'Henri Père sur Renan et la Grèce, celle de Simone Fraisse sur l'influence du Phidias d'Ernest Bellet, enfin l'étude de Pierre Vidal-Naquet sur la signification du miracle grec et du miracle juif. Un terrain demeurait à défricher, celui de la représentation de la prière, dont l'iconographie n'a guère retenu l'attention, malgré l'étendue de sa fortune monumentale, picturale, typographique, bibliophilique, théâtrale, musicale et même cinématographique. Sa postérité doit beaucoup à ces entrelacs. J'évoquerai surtout la veine nationale, même si cette pièce de genre français a suscité des réactions à l'étranger, comme l'exaspération du grand critique italien Emilio Cecchi ou la dévotion du romancier et essayiste égyptien Taha Hussein. Depuis sa publication dans la Revue des Deux Mondes, le 1er décembre 1876, la célèbre invocation Athéna n'a cessé pendant plus d'un siècle d'occuper la scène. Dans sa maturité, Paul Léotot confessait qu'il connaissait encore par cœur, je cite, le début des souvenirs d'enfance, la dédicace de la vie de Jésus, la prière sur l'Acropole, même si le style de Renan ne l'inspirait plus. La longévité de cet hymne à Athéna, qui se poursuit par la profession de foi d'un Breton invétéré, s'explique par des raisons simples. Tirée à U et à Dia par ses lecteurs, la prière cristallise les tensions de la Troisième République entre réaction anti-romantique et romantisme, entre laïcité et renouveau catholique. Peu de textes ont suscité autant d'admiration, de rejet, de déformation sur une aussi longue durée. La notoriété de la prière débuta réellement avec son insertion dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse en 1883. Mais le chapitre mena rapidement une carrière autonome au point de faire oublier à ses lecteurs la perspective d'ensemble. À la mort de Renan en 1892, le morceau était déjà légendaire, au point d'inspirer à son gendre, Jean Psicari, nouvel Eckermann, le souvenir d'un dernier mot, tirer le soleil sur l'Acropole, que Renan aurait prononcé en mourant ici. Cette parole apocryphe, qui semble annoncer la fin d'un monde, résonne aussi dans les pages de Georges Clemenceau sur la mort du grand Pan, placé de l'épigraphe aux notes sous le signe de Renan, je le cite, des dieux qui s'en allaient, de ceux qu'on attendait et qui paraissaient lents à venir. La postérité donc. 2 ans après la disparition de Renan, le 11 août 1894, le théâtre antique d'Orange accueillit l'hymne à Pallas Athénée de Saint-Saëns sur un poème de Jean-Louis Croze qui libérait la déesse de son linceul de pourpre. Les dieux sont morts, leur culte aboli, c'est à peine si leur grand nom par une lèvre humaine est encore murmuré. Ô déesse aux beaux yeux, ô Pallas Athénée, un nouveau sanctuaire en ton honneur est né, le temple est là debout, que ta gloire y pénètre, laisse le Parthénon et viens chez nous connaître la splendeur des jours radieux et viens y réveiller l'âme des anciens dieux. L'hymne est repris 5 ans plus tard, le 14 août 1899. Une mention incidente dans un roman de Paul Bourget, qui s'était longuement penché sur le dilettantisme renanien dans ses essais de psychologie contemporaine, permet de mesurer le statut canonique de la prière dès la fin du XIXe siècle. Jacques a eu des maîtresses, fait les voyages indispensables qui lui permettent d'écrire sans mensonge dans ses préfaces de ces phrases à chateaubrianesques attitudes « Quand je cueillais des anémones dans les gazons de la Villa Panfili » ou bien « Moi aussi, j'ai prononcé ma prière sur l'Acropole ». Ces produits dérivés agacent Anatole France,
qui, cette même année 1898, visite l'Acropole en compagnie du grec Nicolas Ségur. Renan introduit une note dans Saint Paul où il nous montre exquisement la sobriété, la légèreté d'âme propre aux Grecs. « Cette page est jolie », aurait-il confié à Nicolas Ségur. La préface aussi des dialogues philosophiques à quelque chose d'athénien qui rappelle tour à tour Platon et Lucien. Puis, se courbant et à voix basse, comme pour me dire un secret, « Je n'aime pas sa prière sur l'Acropole ». Il allait me développer probablement pourquoi il n'aimait pas la prière sur l'Acropole lorsque Madame de Caillavet, qui s'était un peu éloignée, l'interpella. 1900. 1900, Paris se prépare à accueillir sa 5e exposition universelle, bilan du XIXe siècle. Quel fleuron élire parmi les trésors de la littérature? La prière, bien sûr. Le 25 juillet 1899, une édition d'art en bichromie, noir et brique comme les vases grecs, établie à la gloire des lettres françaises pour l'exposition universelle de 1900, ornée de compositions du peintre Henri Bellery-Desfontaines, gravée par Eugène Froment, éditée par Édouard Pelletan, et tirée à 440 exemplaires. Œuvre consacrée, mais révolution esthétique. L'ouvrage est salué comme un étendard de l'innovation typographique par l'historien d'art Noël Clément-Janin dans la Gazette des Beaux-Arts. L'exposition internationale du livre moderne, dans la galerie L'Art Nouveau de Samuel Bing en 1896, les exemples de Ruskin, de William Morris, de Charles Ricketts ont bouleversé l'esthétique de l'imprimé. Et voici ce qu'écrit Clément Janin. Ce livre est un manifeste. À l'exposition universelle où il figure, nos rivaux constateront que la revanche de 1896 est prise. Il marque la fin du laisser-aller et renoue dans son originalité souveraine la chaîne brisée de la tradition romantique. S'il est juste de louer sans réserve l'illustrateur Bellery-Desfontaines et le graveur Froment, il est non moins équitable de rendre un particulier hommage au constructeur du volume, à celui qu'on pourrait nommer, empruntant un de ses qualificatifs à la déesse qu'invoquait Renan, Pelletan Promachos, en avant pour le combat. L'article se réfère surtout aux Arts and Crafts et à l'Art Nouveau. Il passe sous silence une étape capitale qui n'a pu échapper aux artisans de ce monument bibliophilique. La fondation, en janvier 1898, de la revue Vers Sacrum par Gustav Klimt, porte-parole de la sécession viennoise et auteur d'une affiche célèbre, elle-même inspirée par la Minerve de Franz von Stuck pour la sécession munichoise, dont la grammaire influença certainement Bellery-Desfontaines. Je cite ici brièvement Karl Schorsk. À Vienne, c'étaient les fils qui se vouaient eux-mêmes à la tâche de libérer l'art de l'esprit de lucre et de la tradition sclérosée incarnée à leurs yeux par leur père. Cette insistance agressive sur la jeunesse et ce désir de libération s'exprime très bien dans une affiche composée par le peintre Gustav Klimt, spiritus rector du mouvement, pour la première exposition de la Sécession, où l'on voit Thésée tuant le Minotaure pour libérer les enfants d'Athènes. La disposition du bandeau, la haute figure marginale d'Athéna, annonce la mise en page de l'édition Pelletan. Loin de se résumer à l'ornementation du livre, ces questions esthétiques invitent à élargir la postérité de la prière. L'argument formel révèle en effet un conflit fondamental. La révolte contre le père, exprimée métaphoriquement par l'affiche de Klimt, que reprend le combat esthétique de Promachos Pelletan, est au cœur de la lettre à Romain Rolland pour son 70e anniversaire, un trouble de mémoire sur l'Acropole, où Freud, en janvier 1936, se remémorait son voyage à Athènes de 1904. Le parallèle entre la prière et la lettre n'a guère été souligné par la critique renanienne, bien que Romain Rolland représenta un trait d'union entre Renan, qu'il fréquenta dans sa jeunesse, et Freud, qu'il admira à l'âge mûr. Une résurgence a bien été relevée dans le 3e volume de la série La fin du voyage, la nouvelle journée, roman publié par Romain Rolland en 1912. L'illumination du janicule doit beaucoup à la prière sur l'Acropole. Cette illumination romaine se rapporte au fameux sentiment océanique sur lequel Rolland et Freud ne parvinrent jamais à s'accorder. On ne saurait croire que Freud, écrivant à un ami français familier de Renan qu'admirait par ailleurs son aîné Joseph Breuer et son cadet Carl Gustav Jung, n'eût pas pensé à la prière sur l'Acropole en rédigeant un trouble de mémoire sur l'Acropole. Dès 1927, dans L'Avenir d'une illusion,
Freud avait déjà évoqué le décalage entre la connaissance abstraite et l'expérience vécue. Homme mûr, déjà, je me trouvais pour la première fois à Athènes, sur la colline de l'Acropole, parmi les ruines du temple, regardant au loin la mer bleue. À ma joie se mêlait un sentiment d'étonnement qui me poussait à dire « Ainsi, les choses sont vraiment telles qu'on nous l'apprenait à l'école ? Faut-il qu'alors ma foi en ce que j'entendais ait été sans profondeur ni force, pour que je puisse, aujourd'hui, être si surpris ?» 9 ans plus tard, cette distorsion s'aggravait d'un sentiment de culpabilité socioculturelle à l'endroit du père, doublé d'un remords envers la mémoire juive, oblitérée par la Bildung acquise au lycée, suivant les mots de Jacques Le Rider. Comme le Thésée de Klimt, mais sans triomphe, Freud avait dépassé le père. Tout se passe comme si le principal dans le succès était d'aller plus loin que le père, et comme s'il était toujours interdit que le père fût surpassé. À ces motivations générales s'ajoute dans notre cas un facteur particulier. C'est que les thèmes d'Athènes et de l'Acropole contiennent en eux-mêmes une allusion à la supériorité des fils. Notre père avait été négociant, il n'avait pas fait d'études secondaires. Athènes ne signifiait pas grand-chose pour lui. Ainsi, ce qui nous empêchait de jouir de notre voyage était un sentiment de piété. Maintenant, vous ne vous étonnerez plus que le souvenir de cet incident sur l'Acropole revienne si souvent me hanter depuis que je suis vieux moi-même, que j'ai besoin d'indulgence et que je ne puis plus voyager. Freud découvrit l'Acropole à 48 ans, Renan à 43. Dans les deux cas, le trouble succède à l'euphorie. L'enchantement, au lieu d'engendrer la plénitude, éveille un désarroi, suscité par l'incrédulité d'être en ce lieu que ni l'un ni l'autre n'avaient pensé voir dans leur jeunesse. De part et d'autre aussi, le sentiment d'une trahison des origines, juive et modeste pour l'un, chrétienne et pauvre pour l'autre. La conclusion de Freud pourrait être celle de Renan. Même si les causes de la désillusion diffèrent, elles sont de prime abord inavouables et engendrent une introspection qui n'ose s'affirmer qu'à retardement, puisque je vous rappelle que Renan attendit 11 ans pour écrire la prière sur l'Acropole, après sa visite à Athènes. Sur l'Acropole, Renan pensait-il à ce qu'il écrivait à sa mère, à 17 ans, à propos de l'église de la Madeleine. Ce n'est pas là une église, c'est une grande salle, toute d'une pièce dont on va faire une église, mais jamais elle n'en aura la forme ni la figure. L'inscription de la prière dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse prend ici tout son sens. Dès 1923, Jean Pommier relevait l'importance de ce contexte. Il y insistait en 1959, la confrontation de Renan avec le miracle grec lui fit à Athènes sentir sa différence. Je n'ai commencé à avoir des souvenirs que fort tard, chose singulière, ce fut à Athènes en 1865 que j'éprouvai pour la première fois un vif sentiment de retour en arrière, un effet comme celui d'une brise fraîche, pénétrante, venant de très loin. Toute ma vie repassait comme une confession générale devant mes yeux. J'arrive tard au seuil de tes mystères. Tard, je t'ai connu, beauté parfaite. Tard, trop tard. Mais ni Pommier, ni Henriette Psicari ne semblaient croire à la véracité de la rétrospection de Renan, interprétée comme une habile mise en scène. L'article, le très bel article de Pierre Courcelles sur l'influence du Sero Teama vie augustinien contredira leurs soupçons, je cite Courcelles. Le leitmotiv de cette prière, à la beauté éternelle, à la beauté parfaite, conçue comme divinité, me paraît être la confession du retard. Quand Renan use des termes « confession générale », en confessant mes péchés, il ne faut pas les entendre seulement au sens vague de rappel du passé, mais au sens propre que ces termes ont dans le vocabulaire catholique, sens que Renan connaissait évidemment et qu'il précise encore ici par le mot « remords ». C'est ainsi également que Pierre Vidal-Naquet distinguera la prière comme un violent accès de mémoire, comme une remémoration de son enfance bretonne et cléricale. Le remords d'avoir tardé à découvrir la beauté hellénique se double du remords d'avoir trahi la mère, Tréguier, de dériver vers Athéna la prière chrétienne qui n'avait jamais abandonné l'admirateur agnostique et tardif du Parthénon. Pour Albert Thibaudet, le temple d'Athéna vacillait moins dans la confrontation avec le gothique que face à l'humble image d'enfance. Je vais citer une phrase magnifique de Thibaudet qui bruisse d'assonance et d'allitération. Dans les assises du Parthénon, au coin du nord où le soleil ne le touche pas, on voit ces mêmes plaques mousseuses et vertes
qui rongeait sous la pluie de Bretagne l'église de Tréguier, c'en est assez pour que des images d'Occident s'y installent, pour qu'elles s'y mêlent et se tassent à même le rocher de l'Acropole, pour que transfigurées elles reparaissent tout au long de la ruineuse ruche d'or, pour que dans les frontons vides, toute prière vraie qui monte soit accueillie, prenne un contour et soumise à la loi, devienne le Dieu qu'elle cherche. En 1911, le jeune architecte suisse, Charles-Édouard Jeanneret, qui ne s'appelle pas encore Le Corbusier, ressentira un malaise du même ordre que celui qui affecta Renan et Freud. Comment s'avouer la déception due non à une désillusion, mais à l'écrasante supériorité du Parthénon, alors que s'accomplit un rêve qu'on pensait irréalisable. Voir l'Acropole est un rêve qu'on caresse sans même songer à le réaliser. C'est à chaque heure plus mort là-haut. Le grand coup a été le premier, admiration, adoration, puis écrasement. Ça fuit, ça m'échappe. Je glisse devant les colonnes et l'entablement cruel, je n'aime plus y aller. Quand je vois ça de loin, c'est comme un cadavre. Fini l'attendrissement. C'est un art fatal auquel on n'échappe pas, glacial comme une vérité immense et inchangeable. Mais quand je vois dans mon carnet un croquis de Stamboul, j'en ai le cœur réchauffé. Au-delà de ces conflits intimes, le XXe siècle ne s'attardera pas sur l'ambiguïté du texte, préférant figer la prière dans une posture académique qui l'exempte de discussion. En 1932, René Puot, journaliste au Temps et Philhellène, a résumé la situation en 2 phrases. La lecture de la prière de Renan fait pour certains partie de la liturgie imposée. Il en est qui en parlent sans l'avoir lu ou qui l'ont lu sans la comprendre. Flaubert l'avait précédé, qui confiait à Renan son enthousiasme. « Je suis sûr que le bourgeois, pas plus que la bourgeoisie, n'y comprend goutte. Tant mieux. Moi, je vous comprends, vous admire et vous aime. » C'est évidemment le Flaubert de Salammbô qui s'exprime ici. Charles Maurras, qui fit le voyage d'Athènes en 1896 comme correspondant de la Gazette de France pour les Jeux Olympiques, attendit 1901 pour publier les impressions de ce séjour mémorable, au cours duquel il enlaça une colonne des propylées et traita les chorés archaïques de dames mongoles. Voici ce qu'écrit Maurras. Ceux qui ont écrit l'Organon, bâti ce Parthénon, inventé l'ordre des sciences et conduit tous les arts au degré de la perfection, ces petites gens de la Grèce ne m'ont pas permis de lire jusqu'à la fin la fameuse prière d'Ernest Renan que j'avais emportée un jour sur l'Acropole. Que pouvons-nous avoir à faire d'une chansonnette gothique dans le lieu de la perfection ? C'est dans l'anonymat que Maurras, l'année suivante, en 1902, précise son rappel à l'ordre néoclassique, anti-romantique et anti-germanique, en publiant une invocation à Minerve pour adouber l'éphémère revue Minerva. Renan y passe implicitement pour le mauvais génie du XIXe siècle. Maurras ne revendiqua son invocation qu'en 1923, lorsqu'il la republia chez Stock, préfacée par le jeune André Malraux, qui, à 22 ans, manifestait déjà son goût pour les oraisons funèbres. Clara Malraux se remémorait son étonnement. L'une des allées et venues de mon escarpolette intérieure accompagnait la décision que prit mon mari de rédiger la préface d'une Mademoiselle Monk qui devait paraître dans une collection dirigée par Florent Fels, juif. Le souvenir de ma joie devant certaines pages d'Antinéa renforça mon désir de me prouver à moi-même que je n'avais pas de préjugés. Qu'écrit Malraux ? Son système, écrit le jeune Malraux de Maurras, alors au fait de sa gloire et de sa virulence, son système est formé de théories dont la force que représente leur application fait une partie de la valeur. Son œuvre est une suite de constructions destinées à créer ou à maintenir une harmonie. Il prise par-dessus tout et fait admirer l'ordre, parce que tout ordre représente de la beauté et de la force. De là son amour pour la Grèce, qu'il n'a pas découverte, mais choisie. L'invocation à Minerve de Maurras est le chaînon manquant entre la prière de Renan et l'hommage à l'Acropole, que le ministre de la Culture prononça sur la Pnyx le 29 mai 1959 pour l'inauguration d'un son et lumière dont les intérêts commerciaux n'étaient pas absents à l'heure où les entreprises se disputaient l'électrification de la Grèce. Je cite Malraux en 1959, « L'Acropole est le seul lieu du monde hanté à la fois par l'esprit et par le courage. Pour le monde, la Grèce souveraine est encore l'Athéna pensive appuyée sur sa lance, et jamais avant elle, l'art n'avait uni la lance et la pensée. Aux délégués qui me demandaient ce que pourrait être la devise de la jeunesse française, j'ai répondu « culture et courage ». Il est par conséquent erroné de voir dans cet hommage de Malraux, comme l'ont affirmé certains critiques, un discours fidèle à la tradition d'Ernest Renan et de sa prière sur l'Acropole.
Si Renan est présent dans le discours de Malraux, c'est dans la mesure où son oraison emboîte le pas d'une invocation rédigée en réaction à la prière. Mais revenons à 1902. Tandis que Maurras courtise Minerve, André Brouillet, élève de Gérôme, peintre académique spécialisé dans le portrait et les scènes de genre, rendu célèbre par une leçon clinique à la Salpêtrière, expose au salon et s'attire le commentaire sarcastique du Figaro. On remarque beaucoup le Renan sur l'acropole d'André Brouillet. Une mauvaise langue, un confrère murmure « Si Renan avait su ça, il n'y serait pas allé ». La toile orne bientôt la deuxième salle des commissions des conseils de la Sorbonne. Dégradée par des graffitis obscènes en 1968, elle repose actuellement à Ivry, au dépôt des œuvres de la ville de Paris. Longtemps avant de déchaîner l'ire des étudiants, cette peinture suscita l'ironie de l'abbé Brémond, l'abbé Henri Brémond, auteur d'une admirable histoire du sentiment religieux, qui avait visité l'Acropole en 1900 avec Barès. Voici le commentaire de ce tableau par l'abbé Brémond. De prime abord, un chrétien se trouve quelque peu désorienté sur l'Acropole. Vous avez vu à un des derniers salons cette vaste toile officielle où s'étale en un coin d'ombre, en face du Parthénon flamboyant, la tache énorme d'un paquet d'habits noirs tassés contre une colonne dépropylée. Que fait ce personnage? Car ses habits ont une tête. Que fait-il? N'était le soleil qui inonde la toile, on croirait qu'il se blottit contre la pluie. Il se repose peut-être, à moins qu'il ne prépare un mauvais coup. Non, tout simplement, cet homme est dans l'embarras, et la gaucherie du tableau est voulue sans doute pour nous communiquer le même malaise. Ce voyageur effondré cherche en vain à raccorder ses idées, ou pour mieux dire celles de son passé, de sa race, de sa mère, avec les doctrines qui ont inspiré les artistes de l'Acropole. Et les raccords essayés tour à tour sont factices et ne tiennent pas, dans ce cadre antique, le moyen de renfermer tout ce que le monde a appris depuis la mort de Phidias. Le cadre, si beau qu'il soit, éclate sous la pression de pensées et d'inquiétudes que le paganisme n'a pas connues, et Renan, chrétien malgré lui-même, ne peut pénétrer dans le temple de Minerve avec l'âme satisfaite d'un contemporain de Platon. L'année suivante, le 13 septembre 1903, en pleine affaire des congrégations, l'inauguration de la statue de Renan à Tréguier provoque une émeute sans précédent et sans équivalent. Conformément au code de l'héroïsation libérale et à la visée pédagogique du rite républicain, la statue du héros est érigée dans sa ville natale. La couverture des journaux fait honneur à l'événement, la vie illustrée présente M. Combes devant le buste de Marianne, le Monde illustré une forêt de baïonnettes tenant la foule en respect, le petit journal est seul à laisser entrevoir, derrière les uniformes, le monument de Jean Boucher représentant le vieux Renan affalé au pied d'une Athéna gracile. Sans élégance, à la veille de l'inauguration, l'ancien Cicérone, qui guida Renan sur l'Acropole en 1865, Émile Gebhard, chercha à déjouer l'oubli en écornant de vieux souvenirs l'image de la visite à l'Acropole. Gebhard s'imaginait soudain en Vandale. Il n'y eut point de coup de foudre, d'éblouissante révélation. Si demain à Tréguier mon témoignage souffle sur quelques belles visions symboliques, je m'en consolerai bien volontiers. Combien je regrette de n'avoir pas noté le soir même les épisodes de notre promenade. J'aurais eu du plaisir à la signaler aux hommes de Bretagne qui écouteront demain les hommes venus de Paris. Je crois bien qu'en ces heures de contemplation solitaire sur l'aéropage, la prière sur l'Acropole surgit et grandit à la lumière de sa conscience. Quel dommage qu'il n'ait point retrouvé un second papier jauni, souvenir de son voyage d'Athènes, témoin de son grave tête-à-tête avec l'ombre de saint Paul. Rien que quelques lignes sur cette parole de l'apôtre « Ubi spiritus Dei, ibi libertas » qu'il serait bon de crayonner cette nuit au charbon sur les murs de Tréguier. C'est également par anticipation, juste avant la cérémonie, que Ferdinand Brunetière, sollicité par le directeur de l'Ouest Éclair, régla une dernière fois ses comptes avec Renan, qu'il tenait pour le styliste le plus séduisant, donc le plus dangereux, du XIXe siècle, dans 5 articles datés du 6 au 16 septembre 1903 qui encadrent la cérémonie de Tréguier. Après s'être opposé l'année de la mort de Renan à la réalisation d'un monument en l'honneur de Baudelaire par Rodin, Brunetière inverse le rêve de Gebhard en se proposant de tracer un portrait plus ressemblant du grand homme, tandis que les discours officiels, je le cite, en charbonneraient la caricature que de graffiti. Il précise que si c'est une prière que la prière sur l'Acropole, j'en préfère d'autres.
De fait, la cérémonie, vaste entreprise de récupération, déplaît. Le monument de Tréguier a travesti Athéna en raison municipale, suivant le mot de Barès dans le voyage de Sparte. La prophétie de Péguy, qui dès 1901 avait mis en garde contre la pétrification de Renan, s'est réalisée. Je cite Péguy, « C'est trahir le plus gravement la raison, c'est déraisonner le plus gravement la raison que de la déguiser en déesse, en cabotinage et en musique. C'est la trahir que lui fabriquer des fêtes religieuses, des imitations en simili-culte, avec tout ce qu'il faut, et même l'admirable prière que Renan fit sur l'Acropole après qu'il fut parvenu à en comprendre la parfaite beauté, n'a plus aucun sens, lu ou déclamé sur les planches, devant la foule, inévitablement trompée. » Son indignation n'empêcha pas Péguy, éditeur avisé, de sortir le 10 septembre 1903 un numéro spécial des Cahiers de la Quinzaine, entièrement consacré à l'inauguration du monument Renan à Tréguier. On le sait, les personnalités se succédèrent à la tribune, Émile Combes, Marcellin Berthelot, Raymond Poincaré, et Anatole France, qui, surmontant son antipathie avouée pour la prière, imagina la réponse de la déesse à Renan, et je reprends ici l'expression de Jean Balcou, prosopée subvertie pour en faire la figure d'une nouvelle révélation. Voici ce qu'écrit France. Sur les tables des lois, on sculptait mon image dans une attitude simple et pensive d'une telle beauté que les hommes d'aujourd'hui ne peuvent la voir sans être émus. Ô Renan, j'ai mérité les noms que tu m'as donnés de salutaire, pacifique, protectrice du travail, archégète, démocratie et victoire. Mais qu'est-ce que la cité antique auprès des grands peuples modernes? Ô sages, vous m'avez découvert un horizon plus vaste que l'Empire romain. Le destin unira plus étroitement France à Renan, dont le petit-fils Jean Psicari épousa la fille Suzanne, après la mort au front de son gendre et la disparition de sa fille en 1918. Anatole France éleva son petit-fils Lucien Psicari, arrière-petit-fils de Renan. Après les discours, la célèbre comédienne Marguerite Moreno déclama une autre réponse lyrique, les vers réconciliateurs d'un fils du pays, ardent régionaliste, Anatole Lebras. Et on voit sur cette illustration Madame Moreno disant la prière sur l'Acropole. Non, elle lit le poème d'Anatole Lebras. « C'est enfin ma fortune enchaînée à la tienne, mon ciel clair déserté pour ton ciel nébuleux, et debout près de toi, Pallas athénienne, dans le brouillard breton d'Ardent, ses grands yeux bleus. » La déclamation de l'épouse de Marcel Schwab n'est pas du goût de tous. Ainsi, le journaliste Hippolyte Parigot, avec cet hymne laïque, s'élève dans l'air des senteurs capiteuses comme les vapeurs d'encens. C'est un régal de songer qu'en un jour de politique liturgie, parmi les cimériens bons et vertueux, devant le marbre énigmatique du vieux dilettante, cette fumée de phrases légères fut donnée en pâture à une assemblée de démagogues par une comédienne parée du ruban violet. Il racheta chèrement ce jour-là, par l'ennui qu'en dut ressentir son âme distinguée, la fine qualité de ses effusions. Et je réserve pour la version écrite les souvenirs de Marguerite Moreno, qui consacre un chapitre à Renan dans ses mémoires. 17 ans plus tard, en 1920, il pleut sur la Bretagne. Jeune agrégé, futur professeur au Collège de France et président de la Société des études renaniennes, Jean Pommier passe par Tréguier. C'était du temps où les professeurs de lettres savaient écrire. J'ai vu cette statue en 1920. C'était le lendemain d'une fête du Poilu. La pluie, tombant d'un ciel jaune, ruisselait sur le bronze triste. Une lanterne vénitienne toute crevée tremblait aux doigts laurés d'Athéna. Mais à Athènes, au même moment, il fait soleil. Le 29 mai, l'Odéon d'Hérode Atticus accueille Camille Saint-Saëns, 85 ans, acclamé et honoré par de nombreux discours. La presse athénienne est folle de joie. Saint-Saëns, très ému, répondit quelques mots, disant que ce voyage en Grèce constitue pour lui la réalisation d'un de ses plus beaux rêves de jeunesse. D'une voix vibrante, Madame Koula Angonakis, revêtue de l'ancien costume grec, récita la prière sur l'Acropole de Renan, puis Mademoiselle Missolora, délicieuse Athéna, chanta l'hymne à Pallas Athénée, créé 26 ans plus tôt à Orange. La même année, 1920, Sergueï Solomko, dit Serge de Solomko, illustrateur russe établi en France, ancien collaborateur de la revue munichoise Jugend, illustre la prière dans l'esprit du paroissien, que pour beaucoup sont devenus les souvenirs d'enfance et de jeunesse. En effet, l'ouvrage n'a-t-il pas rejoint en 1912
sous le numéro 36, la célèbre collection Nelson, qui mettait les modernes missels à portée de tous, imprimés en Écosse sur papier Bible par l'héritier d'un libraire d'ouvrages religieux. La prière retrouve son indépendance dans sa seconde édition illustrée, tirée à 1500 exemplaires pour la librairie des amateurs de Férou, moins spectaculaire que l'édition Pelletan, mais gracieuse avec ses bandeaux, ses culs de lampe et ses fleurons à l'antique, ses planches hors texte en couleur dans un esprit très proche, des compositions d'Ivan Bilibine pour les contes russes, des dessins de Georges Barbier et des décors de Léon Bakst. Annexé par l'orthodoxie, la prière sur l'acropole, que Renan, paraît-il, appelait sa pendeloque, est devenue un bibelot art déco. Je passe rapidement sur le centenaire de 1923, où la prière n'occupe pas de place éminente. Je mentionne simplement que les cérémonies se déroulèrent au Trocadéro et à la Sorbonne, sans scandale, même si le pape Pie XI exprima dans une lettre publique son profond regret de ces cérémonies commémoratives. La nouvelle prière sur l'acropole, que le lycéen Robert Brasilac publie à 17 ans, en 1926 dans une revue artisanale, passe inaperçue. La confusion de ces pages juvéniles est celle d'une génération écartelée entre romantisme et rationalisme, instinct et classicisme, lectrice de Pierre Lasserre et d'André Belsor, de Maurras et de Barrès, mais aussi d'Anatole France. Elle trahit les tensions et les contradictions qui précédèrent l'égarement le plus funeste. C'est d'un cœur sincère et qui cherche à se connaître et que je viens vous supplier. Et si mes phrases n'ont point l'harmonie de celui qui vint déjà du pays des Cimériens gémir à vos pieds sur la béotie universelle, ne considérez que mon âme et prenez-moi en pitié. Venez à nous, ô sagesses, nous sommes nus et misérables parce qu'il se fait tard et que le soleil des civilisations baisse sur l'horizon. Que votre confiance nous relève, soyez celle qui rebâtira les illusions perdues, etc. En 1930, dans Une femme à sa fenêtre, dégradant l'acropole en hôtel Acropolis, Pierre Drieux-La Rochelle témoignera de façon plus élaborée de tourments analogues. De toute autre disposition anime le photographe Élie Lothar, proche du surréalisme, collaborateur de Louise Buñuel, à la veille d'intégrer le groupe Octobre de Jacques Prévert. En 1931, il tourne un film sur les Cyclades, dont subsistent miraculeusement quelques négatifs, et les brèves confidences du scénariste, un scénariste fort en parodie, Roger Vitrac. Voici ce qu'il confiait à Nino Franck. « Je monte une descente en ski qui nous mène directement à l'acropole. C'est ici qu'apparaît l'ombre de Renan. Il est encore jeune, mais il a les cheveux blancs. Et il marmotte paisiblement son illustre prière. Nous avons poussé à l'extrême le souci de détails exacts. Je suis moi-même fier de me déclarer le disciple de Raymond Roussel et de sa scrupuleuse précision lyrique. Pour filmer ce passage de la prière sur l'acropole, où il est question des briques et des plâtres de Byzance, nous avons fait exprès le voyage à Constantinople et nous y avons trouvé en abondance briques et plâtres. Maintenant, n'allez pas croire que je m'en suis uniquement tenu à cette sorte de commémoration de Renan. Je vous ai dit que la vie de la Grèce moderne m'a intéressé davantage. L'auteur de Victor, ou Les enfants au pouvoir, aurait-il prêté attention à la chronologie de la prière ? Renan, en effet, fit 2 séjours à Athènes en 1865, du 13 février au 28 mars, puis du 8 au 25 mai, coupé d'une excursion dans le Péloponnèse. Il ne découvrit Constantinople que le 8 juin. Comme l'a relevé Jean Pommier, que je cite, la phrase de la prière « Le temple d'Hagia Sophia, qui est à Byzance, produit aussi un effet divin avec ses briques et son plâtras, etc. » s'explique bien mieux après ce voyage à Constantinople qu'avant, pour ne pas dire qu'elle s'explique après et non avant. La référence byzantine de Vitrac procède ici plutôt de la blague, et les séquences rescapées du film présentent un curieux hybride, mêlant la réminiscence du tableau académique de Brouillet montrant Renan en contre-plongée devant le Parthénon, à la défiance manifestée par les surréalistes à l'endroit de la Grèce, rayée de leur carte du monde, à la différence de Constantinople. Que Renan n'eût pas été sacrifié comme Loti, Barrès et France au lendemain des funérailles de ces derniers est une autre curiosité, mais il est vrai que Breton avait excommunié Vitrac depuis longtemps. C'est dans ces mêmes années, j'ai presque fini, c'est dans ces mêmes années que la prière sur l'acropole, définitivement patrimonialisée sous la plume de Paul Morand, se détache d'Athènes pour devenir un gabarit et dicter sa forme à l'éloge de Londres. Elle est devenue le reliquaire par excellence, je cite les dernières phrases du Londres de Paul Morand.
Ivre de soleil, de culture et de miel attique, Renan a écrit une prière sur l'Acropole. Pourquoi, ivre de brouillard, assis dans cette taverne de Georges et le Vautour, n'adresserais-je pas à mon tour aux mânes de Pépys et de Dickens, du cœur de la cité, une prière sur la Tamise, afin que tout ce que nous venons de voir et de décrire continue d'exister. Dans l'après-guerre, la carrière académique de la prière n'entrave pas sa popularité, à en juger par les brochures qui, dans les années 50 et 60, sont toujours vendues au guichet de l'Acropole, agrémentées de commentaires d'érudits locaux, de mauvaises photographies et de larcins iconographiques à l'édition Ferraud. En France, un original compose une autre prière sur l'Acropole, ode au cognac et au pays des Charentes. Je vous épargne, je réserve ça pour l'écrit. En 1973, à l'occasion du 150e de la naissance de Renan, une série d'enveloppes particulièrement hideuses sont émises, dont l'une, affreusement coloriée, reproduit le frontispice de l'édition Pelletan, flanqué de la photographie de Renan par Adam Salomon en 1865, l'année de sa visite à Athènes. Par un effet de comique involontaire, Athéna pointe sa lance sur la tempe de son admirateur. La prière sous l'Acropole, prononcée par Jacques Réda au début des années 80, permet de ne pas clore ce florilège sur l'art postal. Assis à la fenêtre, comme devant une photographie, j'interrogeais de nouveau le profil sévère d'un temple où jamais je ne serais accueilli, mais qui, au lieu de cette dissolution de ma présence et de la splendeur sur l'Acropole, m'opposait du moins une énigme où je me reconnaissais. Et lui, ainsi planté dans sa distance ouverte, et moi, renfermé dans la mienne, nous entretînmes en fin de compte de bons rapports, les seuls permis sans doute à une harmonie de pierre vibrant depuis 24 siècles et à cette furtive dissonance humaine dans les coulisses que je traversais. De la prière sur l'Acropole à la prière sous l'Acropole, le changement de préposition résume un siècle d'iconographie et de littérature. Le monument de Jean Boucher, le tableau de Brouillet, le frontispice de Solomco, la séquence d'Élie Lothar représentent tous Renan sur l'Acropole, mais sous le Parthénon, ou dominé par sa divinité tutélaire, Athéna. Comme Freud, comme Le Corbusier, le visiteur pensif, abandonné des dieux, désemparé face au temple entrevu par la fenêtre d'un hôtel déprimant, rend les armes avec une élégance désabusée qui, après tant de déclinaisons pompeuses, rencontrait enfin la mélancolie et le désarroi ironique du pèlerin de 1865. Je vous remercie.